Bonjour Alexia. Bonjour Christophe. Très heureux de te recevoir aujourd'hui sur ces conversations. Tu vas pouvoir te présenter, mais tu es entrepreneuse, on va dire, et tu accompagnes la création d'entreprises de différentes façons, des hommes et des femmes, et tu as à cœur à la fois allier ambition et harmonie, je crois. Donc je vais te laisser un petit peu plus se présenter tout ça dans un premier temps, et on va rentrer dans le sujet de l'ambition et de l'harmonie dans l'ambition. Oui, avec plaisir. Donc moi je suis donc Alexia de Bernardi. Je suis de formation ingénieure. Ensuite j'ai eu la chance de faire le master HEC entrepreneur et ensuite j'ai fait peut-être 3 ans de consulting, mais je suis repeat entrepreneur depuis 20 ans. J'ai une dizaine d'expériences entrepreneuriales à mon actif. J'ai notamment créé une première société que j'ai gérée pendant 10 ans, qui s'appelait Philapi, dans le domaine de l'enfance, parce que je voulais, ce sujet me tenait particulièrement à cœur, et que j'ai revendu à un groupe. Donc, dans cette expérience, j'ai fait beaucoup de levées de fonds et j'avais une quarantaine d'investisseurs. Je l'ai cédé. Ensuite, j'ai créé une autre société, la WeBox, qui existe toujours, qui est l'IA des managers. Là, on est plus dans le sujet du bien-être au travail. Donc, comme tu vois, j'ai comme fil rouge de contribuer à un monde meilleur. J'ai souhaité aussi accompagner des sociétés en étant investisseur assez actif. Donc, j'ai notamment, parmi les sociétés peut-être les plus connues, ou les plus emblématiques, fait partie des premiers investisseurs de la société Feed, montée par Anthony Bourbon, s'il y en a qui connaissent, qui veut être mon associé, qui crée donc des bars, et de la nourriture, de l'alimentation très, très, très qualitative pour pas cher, ou également dans Dracula Technologies, qui est une société qui révolutionne la pile par du photovoltaïque. Et là, c'est une deep tech, tu vois, donc ils ont créé ça il y a maintenant 6 ou 8 ans et ils ouvrent que leur première usine maintenant pour arroser le marché mondial. Donc j'ai 20 années de start-up et j'ai eu envie de faire bouger les lignes au-delà de mes seuls projets ou de mes investissements. Et j'ai eu envie de contribuer à plus grande échelle pour construire le monde de demain. Et donc j'ai réuni tout ce qui m'avait manqué quand j'ai démarré pour en faire bénéficier le plus grand nombre. Donc bon, je suis bien sûr coach business d'entrepreneurs et notamment de deep tech Mhm. pour les aider à être plus focus. Mais j'ai également souhaité créer une IA, donc le fruit de mon expérience d'avant, et des collectifs d'entrepreneurs via la société Impactus, voilà, qui est mon activité principale. Donc Impactus, c'est l'IA des entrepreneurs, on pourrait dire c'est le copilote des entrepreneurs. Le but, c'est qu'ils puissent savoir quoi faire quand grâce à une feuille de route hebdomadaire qui les suit toutes les semaines. Et également, parce que c'est très important quand tu es entrepreneur d'être entouré, je crée des groupes de 4 où ils partagent entre eux pour se motiver et se suivre. Et puis dernier point, pour diffuser au plus grand nombre, j'ai écrit cet ouvrage dont on a parlé, Entrepreneur engagé, où là, j'ai partagé mes pratiques, mais je suis allée aussi chercher une quarantaine d'entrepreneurs engagés, de champions, de fonds d'investissement qui ont tous des expériences géniales. Et je voulais voilà, partager d'autres expériences positives à impact et aussi donner envie aux investisseurs d'investir dans des projets à impact. Voilà, tu as tout le cursus de l'entrepreneur dans le bouquin, de la création, le développement, et puis toute une partie qui me tient vraiment à cœur, mais je pense qu'on va être amené à en reparler, sur le mental de l'entrepreneur, Ouais, comment devenir un athlète du travail, ouais. et savoir voilà, quelles sont les conditions gagnantes pour l'entrepreneur qui veut aussi se respecter. D'accord, très bien. Très intéressant. Alors, comment tu en es venu à cela? Quel a été ton cheminement déjà depuis ton enfance qui t'a amené à aujourd'hui en être là sur l'entrepreneuriat? Alors moi, j'ai pas forcément une enfance très agréable, facile. J'ai été beaucoup en introspection d'ailleurs toute ma vie par rapport à quelque chose qui visiblement résonnait pas bien en moi. Et donc j'ai suivi à peu près toutes les démarches de développement personnel. J'ai fait des décennies de psychothérapie et j'ai compris mon histoire qu'il y a à peu près 1 an en fait. Donc pendant toutes ces années, j'ai été très dur, très tenace, très acharné, en quête de reconnaissance, en quête de réussite, de visibilité, d'argent,
Et en même temps, j'étais tiraillée, donc mon corps m'envoyait des signaux qui n'étaient pas, qui démontraient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je raconte d'ailleurs l'histoire, il y a 2 pages dans le bouquin sur cette histoire. J'ai découvert il y a peu de temps, en fait, par la découverte d'une lettre, en fait, ce qui est assez incroyable, hein, c'est quand même, mais c'est le fruit de toutes ces démarches, à un moment, te font prendre conscience qu'il y a des antennes te font réfléchir par aussi synchronicité, sérendipité, te font te souvenir de certaines choses. Et je me suis souvenu qu'il y avait cette lettre que j'ai ouverte à 50 ans, qui est quand même incroyable. Je l'avais ouverte avant, mais je ne l'avais pas vraiment lue. Et qui explique, mon histoire. Euh, donc pour répondre à ta question, j'ai eu une enfance d'une enfant qui voulait à tout prix prouver à ses parents qu'elle était digne d'intérêt, voilà, digne d'intérêt et d'amour. Et donc, je me suis engouffrée dans le travail, les grandes écoles, les études, un C'est rôle tes en parents fait. qui te mettaient Voilà. déjà cette pression-là sur ce sujet, les grandes études, le travail? Alors en fait, ils l'ont pas mis consciemment, mais effectivement, ils l'ont mis par des, euh, des biais transgénérationnels où eux-mêmes avaient leur propre histoire. C'était des artistes, musiciens de renommée internationale, qui eux-mêmes, je pense, brillaient par leur virtuosité, qui cachait également un besoin très fort de reconnaissance et d'amour de la part de leurs propres parents, tu vois, Bien sûr. nés pendant la guerre. Mon père était vraiment le génie du violon, adulé par sa mère, qui dédiait sa vie à lui-même. Mais bon, avec le contexte, je pense que toute cette génération qui est née pendant la guerre, ça devait être quand même très difficile. Et Mm. ma mère, l'aînée de 4 filles, d'un père assez macho, qui en même temps était très sensible, mais à l'époque, les hommes devaient être très durs, hérités de la PME familiale et pas bronchés. Et donc, elle est partie j'allais dire en orphelinat, mais elle n'est pas partie à l'orphelinat, elle est partie en, non, mais c'était presque ça. Elle est partie dans un Pensionnat? pensionnat, couvent, pensionnat avec ses sœurs, mais elle devait avoir 6, 7 ans, tu vois. Ouais, Et très donc, c'est tôt. extrêmement dur dans cette génération-là. Et elle revenait que toutes les 3 semaines. Ils avaient à peine le temps de voir les parents, c'était loin, et puis elle repartait. Donc, finalement, elle aussi, je l'ai interprétée comme un grand besoin d'affection. Et donc, elle s'est engouffrée dans la musique. Tous les deux sont engouffrés dans la musique pour exprimer leurs émotions, mais par ailleurs, ils étaient quand même assez durs. Mm. Et ils étaient durs avec toi, donc comment ils t'ont montré la voie du travail acharné, de l'excellence, comment ça s'est passé exactement? Ah, écoute, c'est un quotidien 100% tourné vers le travail. Il n'y avait que le travail et la reconnaissance sociale qui importaient. Donc, ils ne parlaient que de ça. En plus, ils étaient musiciens en duo, donc ils ne parlaient que de ça. Ils ne vivaient que pour ça. Tu sais, un peu comme les sportifs de très haut niveau. Je pense qu'il y a les mêmes biais. Les artistes, les entrepreneurs et même les grands patrons, je pense, ont tous ces biais-là. Donc, de ne parler que de ça, de ne vivre que pour ça, de vivre aussi pour le regard des autres. Et puis ce côté, tu vois, monter sur scène. Donc je raconte dans l'ouvrage, le quotidien était donc tourné sur eux, sur ça. Et puis ils avaient en fait, je me suis rendu compte très tardivement, mais ils avaient des comportements qui me faisaient peur. Tu vois, des- un exemple, mon père avait toujours une radio H24 qui transportait avec lui, qui faisait du bruit, qui occupait l'espace. Ils étaient un peu hypochondriaques, donc des médocs, pas mal d'alcool, enfin, tu vois, Ouais. et puis une réaction une surréaction aux événements qui pouvaient démontrer que quelqu'un potentiellement ne cautionnait pas ce qu'il faisait. C'était vraiment totalement tourné vers la vie des autres, la vie AVIS, Oui. tu vois, la reconnaissance, le besoin de reconnaissance. Et en même temps, je pense pas forcément une confiance en eux très élevée. Et donc, donc là, nous, on devait suivre et marcher au pas. Voilà. Et, et même vis-à-vis de nous, ils voulaient s'assurer que qu'on avait compris que ce qu'ils faisaient était vraiment à la hauteur, tu vois. Donc, Oui. euh, Et il y avait une double contrainte, celle d'être à la hauteur et en même temps de montrer que eux-mêmes étaient à la hauteur, quoi, c'est ça. exactement, exactement. Donc, tout faire pour qu'ils ne soient surtout pas déçus, tracassés, rien faire pour mettre du tracas et faire en sorte que eux-mêmes, si possible, aillent bien et que la maison soit paisible, quoi. Sinon,
Moi, j'avais vraiment l'impression que sinon, je créais un supplément de déception. Et déjà que j'ai senti que ma naissance, c'était une déception. Alors, donc, j'ai tout fait pour ne pas créer de déception, tu vois, pour faire en sorte que la maison, il y ait quelque chose d'harmonieux à la maison, et ce qui n'était pas forcément pas forcément le cas. Et pourquoi tu as ressenti que ta naissance était aussi une déception pour eux? Alors, ça, je le raconte dans le bouquin. Je préfère Ouais. pas le spoiler Ok, l'information, mais effectivement, je l'ai lu en fait, je l'ai découvert. Mais d'accord. alors, j'ai pas forcément pensé que c'était ma naissance. C'est plutôt que j'ai découvert un élément qui me l'a démontré. Ouais. Mais je l'ai ressenti parce que si tu veux, quand t'as pas quand t'as pas cet environnement affectif, que t'as pas cette écoute, que finalement tout est tourné autour du travail et du succès, bah, Hmm, tu peux légitimement te demander si tu es le bienvenu. Hein, tu vois, bien sûr. Ouais. mm. Donc tu as subi beaucoup de pression très jeune. Comment ça s'est traduit après dans Ouais. le fil des ans? Et donc, bah, cette pression, je me suis dit, alors j'ai constaté à un moment que par le travail, j'arrivais à récolter de l'amour. Ah oui. Donc, mais pas juste par le travail, par un travail acharné qui me permettait d'avoir des réussites qui socialement, que socialement, eux n'avaient pas eu. Alors, je suis allée chercher des réussites qu'ils n'avaient pas. Mhm. Donc, en l'occurrence, ma mère, qui était une pianiste, elle a aussi reconnue de façon internationale. Hein. J'ai un article qui dit que c'est la plus grande pianiste de France. Ah oui. Elle n'avait pas le bac parce qu'à l'époque, mon grand-père, ce qui est légitime après la guerre, tu vois, et avec 4 filles à nourrir, etc. En troisième, il lui avait dit, bah, il faut que tu choisisses, c'est où les études ou le piano. Mhm. Donc, elle avait choisi le piano, et tant mieux pour elle. Donc, je me suis engouffrée dans les études parce que je savais que c'est un domaine où eux n'avaient pas pu briller socialement. Ils avaient brillé sur un autre domaine. Donc j'ai un peu planqué tout ce qui était émotionnel, tu vois, parce que ça c'était leur partie, donc Ouais. j'avais pas envie d'être en compétition sur leur partie. Euh, Ok. J'en parle de façon d'autant plus ouverte qu'ils sont décédés depuis, donc Oui. et donc je me suis engouffrée sur ce côté réussite académique. Donc, je suis partie en prépa scientifique et là, j'ai adoré les maths parce que j'avais du succès dans les maths. Je pense pas que j'ai été je sais pas, la fille la plus intelligente, tu vois, mais j'ai vraiment été besogneuse. Et donc, j'ai passé mes week-ends à bosser mes maths. Et donc, j'ai eu des réussites scolaires. Je suis rentrée en école d'ingénieur à l'ENSTA. Je fais partie des top écoles françaises où j'ai rencontré mon mari d'ailleurs, enfin en prépa. Ensuite, j'ai complété avec le master HEC entrepreneur. Donc, tu vois, d'avoir l'étiquette HEC. Puis j'avais été admissible à la Polytechnique. Alors, mes parents avaient gardé le petit papier parce qu'on discutait par petit papier où je leur disais ça. Enfin, tu vois, pour eux, c'était des fiertés. Et j'ai Oui. remarqué que ça générait de la fierté de leur part. Donc, je me suis vraiment engouffrée dans cet acharnement professionnel. J'ai fait ensuite un cabinet de conseil, j'ai travaillé pour un cabinet de conseil en stratégie. Là aussi, tu vois, Oui. quelque chose de très prestigieux. Et puis, à un moment, bon, j'étais quand même en parallèle en psychothérapie, et puis encouragée par mon mari qui a pensé que j'avais vraiment un tempérament d'entrepreneur. J'ai voulu, et là, ça a été le premier acte très, euh, très en lien avec cette histoire, hein, j'ai voulu agir pour le domaine de l'enfance, mais toujours avec ma optique, si tu veux, d'être acharnée dans le travail et la réussite à grande échelle et la réussite sociale. Mhm. Donc, j'ai créé une société dans le domaine de l'accueil des enfants en mettant à profit l'intelligence et les méthodes que j'avais apprises dans mes études, mais au secteur de l'enfance. Et il Oui. se trouve que on était dans les années 2000, c'était le début des crèches pour les 0-3 ans. Oui. C'était le début d'Academia pour le soutien scolaire au collège. Et donc, sur la tranche d'âge des 3-10 ans, il n'y avait rien. En tout cas, il n'y avait rien, pardon. Il n'y avait pas d'initiative privée visible Oui. à grande échelle. Il y avait des structures publiques, tout le monde mettait son enfant à la sortie d'école au centre aéré. Donc, je me suis dit, bah, c'est le terrain de jeu idéal. Les 3-10 ans, je veux créer un cocon où il soit bien, tu vois. Donc, sans le savoir, en fait, j'étais en train de réparer mon histoire, hein, mais Bien je n'en avais sûr. pas eu Ah tout oui. conscience. J'étais plus dans une optique business. Donc, un cocon pour accueillir les enfants, sortie d'école, mercredi, vacances, anniversaire, mais avec un business model B2B, des actionnaires, des levées de fonds. J'ai levé 2 millions d'euros, j'avais 40 investisseurs, Mhm. et puis on a été en croissance pendant 10 ans, puis j'ai revendu. Donc ça a été ma première façon de concilier un peu, sans le savoir, mon histoire et puis l'envie de challenge. Et puis, je me suis rendu compte que dans nos structures, on avait des enfants qui avaient des grandes souffrances. Pourtant, c'était un modèle privé
plutôt haut de gamme. Certains étaient frappés, tu vois, ils me disaient, ah non, papa va encore sortir la ceinture. Ou d'autres avaient des relations un peu étonnantes avec leurs parents en disant, euh, en nous racontant, parce qu'il y avait une relation très de proximité, qui dormaient avec leurs parents, avec leur mère, qui étaient tristes. Enfin, bon. Et donc, je me suis dit, mais il y a quand même un sujet sur les adultes, et Ouais. notamment et donc les adultes au travail. Je me suis intéressée aux adultes au travail, et c'est comme ça que j'ai décidé de lancer l'IA pour les managers. Et c'est qu'en comprenant mon histoire, donc à 50 ans, qui a vraiment chamboulé toute ma vie, que je me suis dit, non mais ok, j'ai des compétences business, j'ai envie d'aider les entrepreneurs parce que c'est ça que j'ai fait pendant 20 ans. Je veux utiliser l'IA parce que ben, je suis ingénieure, j'ai utilisé l'IA pendant 8 ans avec la Webox et donc je veux continuer. Oui, je veux un modèle pérenne, rentable et un impact business, mais je vais aussi mettre des soft skills dedans. Et c'est pour ça que je complète avec des groupes de partage, je fais des conférences, je suis généreuse dans les échanges, je me sens légitime dans le coaching business d'entrepreneur, tu vois. Donc, tout c'est un peu, le puzzle s'est remis en place. Voilà. Et, donc, tu me dis qu'il y a assez récemment, c'est-à-dire que vers la cinquantaine, tu as pris conscience de un peu de tout ça, tu as commencé à avoir du recul à ce moment-là. Qu'est-ce qui, En tout cas, d'après, ça a été le point d'orgue, ça a été le c'est le point point d'orgue, d'orgue, alors ouais. juste pour compléter, pardon, ça a été Ouais, le point d'orgue parce que j'ai été suivie hein, pendant toujours, j'ai toujours eu un ouais. pied Oui, c'est ce ou que tu chez un disais. coach, un Mm. psy, la sophrologie, vitose, Bien tu sûr. vois. Ouais. Donc je comprenais, je digérais, j'intellectualisais, j'évoluais, etc. Mais il y avait toujours des symptômes désagréables et toujours quelque chose qui ne passait pas et qui est passé par la découverte d'un courrier qui expliquait l'ensemble. Euh, et là, tout est parti. C'est incroyable. D'accord. Il y a eu une sorte de basculement, d'émergence à ce moment-là. Oui, tout à fait, exactement. Un point de bascule, aussi bien physique, qui s'est vraiment manifesté physiquement pendant 6 mois, tu vois, ben vraiment, mais physiquement, j'ai eu l'impression vraiment que tout se retournait dans moi, j'ai eu des frissons, enfin, je le raconte dans le livre, vraiment Ouais. un retournement, et ensuite un apaisement, et ensuite j'ai pu construire la suite, quoi. D'accord. Et alors, donc avant ce basculement, tu étais dans quel mode de fonctionnement dans les grandes lignes? En dehors des Marche ou crève, efforts? marche ou crève, marche ou Ouais, crève. Je pensais qu'au boulot, je bossais tard, je pensais la nuit, je bossais le week-end. Et j'acceptais aussi, je ne prenais pas de recul parce que j'étais dans l'acharnement, dans l'urgence de l'acharnement obstiné mhm, et non dans la recherche posée de méthodes efficaces. Donc, quelque part, il y avait de la peur, tu vois, une énorme peur de l'échec, en fait, en raisonnant avec cette prise de recul. J'avais une énorme peur de l'échec qui a été le moteur. Et alors, quand le moteur, c'est la peur, en fait, tu te bouffes de l'intérieur. Alors que, avec ce point de bascule, j'ai plus du tout peur d'échouer. Alors, d'ailleurs, j'ai interrogé un psy dans le bouquin sur, mais du coup, quand on a plus peur d'échouer, est-ce qu'on peut quand même réussir, tu vois? ouais, Et maintenant, j'ai plus peur d'échouer. Et donc, par contre, j'ai envie de bien faire. Et j'ai envie vraiment de réussir, de gagner, de me développer. Et j'ai un lien assumé avec la rentabilité, le monde capitaliste, l'entrepreneuriat, tu vois. Mais il est dépollué de la peur de l'échec. Et ça, la peur de l'échec, c'est un moteur qui tue l'entrepreneur. Alors que le goût de l'échec et de l'apprentissage par l'erreur, c'est le moteur de l'entrepreneur, tu vois. Et c'est là on bascule de la peur à l'harmonie. C'est c'est- c'est vraiment ce point de bascule. Il faut vraiment pas. Alors on dit il faut pas avoir peur d'échec. Moi on me l'a dit pendant 50 ans. Mais en fait quand on te le dit, si vraiment tu as peur, moi je franchement tant que tu trouves pas le point de bascule, c'est très oui, c'est dur émotionnel, c'est essentiellement de émotionnel. passer de la peur de l'échec à oui, je l'assume complètement. Ou alors, il faut vivre, il faut se forcer, mais alors là, tu te flagelles, quoi, puis tu te fais mal, ton corps se fait mal, tu vois. Donc, il faut quand même faire attention. Mais effectivement, tu pourrais te dire, il faut à petite dose homéopathique tous les jours, prendre des risques, mesurer, échouer, recommencer. Mais c'est-à-dire, quand tu as vraiment peur de l'échec, ça peut être maladif, quoi. Donc, c'est pour ça, moi, je conseille à tout le monde d'aller faire ce travail de psychothérapie, de ne pas avoir peur de ça aussi.
Mm. pour aller chercher le point de bascule qui te permet là d'être OK. C'est pas juste, on m'a dit, il faut pas avoir peur de l'échec. C'est je lance effectivement des choses. Si ça marche pas, c'est pas grave. J'ai plus peur de ne pas être aimée si j'échoue, tu vois. Et donc, il n'y a plus de point de blocage. Et donc, là, ça libère une énergie créatrice et colossale. D'accord. Donc, au départ, enfin, jusqu'à ce point de basculement, tu étais dans l'excès d'effort motivé par la peur. C'est la peur qui t'a Oui. motivé à être tout le temps aller dans l'excellence, le maximum, sans ménager tes ressources, parce qu'il y avait ça, c'est certainement aussi. Est-ce à une époque, à un moment donné, tu as senti que physiquement, tu avais épuisé toutes tes ressources psychologiques, physiques Ah, mais je l'ai senti dès l'adolescence, en fait. Et c'est pour ça que j'ai été suivie. Parce que j'avais, dès l'adolescence, j'étais la meilleure cliente de l'infirmière du collège. Donc oui, tu as des symptômes physiques très forts. Et puis cette peur où à un moment tu peux basculer dans les médicaments, tu vois, enfin le truc, le scénario, moi j'ai été surprise, je crois qu'il y a un tiers des Français sous médoc, Ouais. ça fait peur quoi. Moi là aujourd'hui je prends rien et je suis heureuse. Donc et je trouve ça tellement dommage de se dire que certains, et je l'ai fait, hein, même au lycée, on m'a mis sous médoc, tu vois, bah, c'est quand même dingue, quoi. Et de se dire que certaines personnes préfèrent étouffer cette peur, mais alors quelquefois, tu as des personnes dont, de toute façon, c'est, c'est, euh, c'est tellement fort que t'as pas le choix. Tu as des personnes qui sont vraiment malades, quoi. Hein. Moi, Ouais. j'avais une vie quand même normale. Mais certains vont étouffer cette peur avec du tabac, de l'alcool, des dérivatifs comme ça, tu vois. Alors que à un moment, ce travail psychanalytique peut te permettre d'aller. Ok, ça fait mal, hein, ça fait mal, mais c'est dommage d'attendre 60 ans pour aller le faire quand ça devient vraiment insupportable. Donc, heureusement, là, je remercie mes parents pour cette ténacité qu'ils m'ont donnée aussi dans ce travail personnel, finalement, d'avoir envie d'aller trouver une solution beaucoup plus apaisée et de cette force de caractère qui fait que j'ai eu envie de trouver la voie vers un apaisement, tu vois, et quelque chose de sain, une relation saine au travail. Ouais. D'accord. D'une certaine manière, oui, ils t'ont donné quand même une méthode pour trouver des solutions à des choses qui t'ont implémenté, qui n'étaient pas nécessairement positives, quoi. Oui, parce que ils m'ont transmis le goût de l'effort. Ça, ils m'ont clairement transmis le goût de l'effort parce que eux-mêmes l'incarnaient. Et donc, ce goût de l'effort, tu peux le mettre à mauvais escient, euh, de façon acharnée, avec la peur, mais tu peux aussi le mettre à bon escient. Moi, j'enseigne, je transmets, j'espère que j'ai transmis, on a transmis avec mon mari à nos enfants le goût de l'effort, et le goût de l'effort positif, Hmm. c'est-à-dire le fait de, face à un problème, face à une envie, de se donner les moyens d'aller trouver la solution. Tu vois, mais si c'est avec un driver de la peur, c'est mauvais. Si c'est pour avoir envie d'avoir une vie meilleure et d'être dans l'harmonie, eh bien là, c'est génial parce que tu peux effectivement allier tous tes objectifs de vie d'une façon harmonieuse, justement. Comment tu as trouvé ce point d'équilibre entre, c'est quoi, il est où le point d'équilibre entre le curseur, entre l'effort acharné et excessif et l'effort qui va t'amener à obtenir des résultats sans manger tes ressources ou sans te mettre en risque? Mm. Alors ça, et ça ressort aussi beaucoup dans le bouquin, hein, j'ai interviewé, parce qu'il y a un tiers du bouquin sur cette partie-là, et j'ai interviewé aussi des entrepreneurs qui ont fait des burn-out, ou voire même qui a eu un cancer, et qui était vraiment une relation maladive au travail. Ce qui ressort, c'est qu'effectivement, je vais répondre à ta question, hein, mais c'est qu'effectivement, la plupart des entrepreneurs, surtout ceux à impact, qui veulent avoir un impact positif pour le monde, ont des convictions très fortes, de la passion, d'ailleurs des œillères parfois, une niaque de fou, ils ont des grands rêves, ils sont intrépides, tu vois. Et donc, un certain nombre tombent dans l'obstination destructrice parce que, qui est assez tentante, hein, parce que quand tu es entrepreneur, tu es toujours à un rien d'un énorme projet, d'une grosse victoire. Alors, il y a des investisseurs, ils m'ont dit, ils ont vu des entrepreneurs prendre 20 kilos, t'en as qui divorcent, t'en as qui se mettent sous médoc. Enfin, bon.
bien Et sûr. finalement, quand l'entrepreneur lâche, tout lâche, tu vois. Mm. T'en as d'autres qui vont tomber dans des jeux de séduction pour devenir populaires, alors que c'est pas ça qui fait du chiffre et qui fait marcher leur boîte. Oui. Ils vont aller dans une quête de likes, ils vont vouloir gagner des concours de pitch. Et en fait, c'est pas ça qui fait réussir un entrepreneur. Mm. Et puis, petit à petit, quand tu tombes dans ces travers-là, eh ben, tu peux développer une peur de l'échec. Et quand on devient fragile à l'échec et qu'on veut être entrepreneur, ça marche pas, d'accord? Donc justement, quelle est la clé pour répondre à ta question? Et c'est pour ça qu'un accompagnement personnel est nécessaire, c'est de faire le tri dans toutes ces émotions qu'on a, dont on n'a pas du tout conscience, hein, qui est l'envie d'être aimé, la peur d'échouer, ouais, ouais, franchement, c'est souvent l'ego, quoi, voilà. Mm. Faut reconnaître du coup ça, reconnaître qu'on est vulnérable, aussi bien physiquement, ton corps est vulnérable, il faut l'écouter, ton esprit aussi est vulnérable, il y a des biais, et la solution, il n'y en a qu'une, c'est d'être super méthodique et de s'équiper pour prendre du recul par rapport à, et donc d'être très humble, tu vois, finalement. La clé pour réussir, les meilleurs entrepreneurs, tu prends Blablacar, Frédéric Mandela, c'est le mec le plus humble que j'ai jamais rencontré, alors que c'est une Oui. licorne, tu vois, sa boîte est valorisée à 1 milliard d'euros. Donc, c'est d'avoir une position très basse, pas penser qu'on est le super-héros solitaire, ça ne marche pas. Donc, être hyper méthodique. Et c'est pour ça que je sortis ce bouquin, c'est pour ça que je lance Impactus, c'est de donner accès aux méthodes vraiment efficaces parce que quand tu passes ton temps à vouloir chercher de l'amour, des likes, des pitchs, c'est pas ça qui fait marcher une boîte. Ce qui fait marcher une boîte, c'est des vraies méthodes efficaces. Se poser la question de quoi ont besoin tes clients, s'entourer de gens qui l'ont déjà fait, aller voir des gens qui ont raté, leur demander pourquoi ils ont raté, s'habituer à tenter des choses même si on échoue, aller chercher ce qu'on est en train de faire là, l'échange pour apprendre des autres, être mentoré, coaché, avoir un board, avoir des advisors et écouter ceux qui sont passés par là, s'entourer de seniors quand tu es junior et inversement. Tu vois, donc, ce qui marche, et c'est pour moi, c'est ça le facteur clé de succès, c'est d'analyser sa ténacité. Moi, je dis même de déconstruire sa ténacité, de dire pourquoi je suis acharnée comme ça. Reconnaître, et souvent tu as besoin là de coach, j'en connais des très bons. Moi, je suis pas coach si tu veux, sur ces sujets psycho. Tu vois, tu as des coachs et psy que je connais qui sont très bien. C'est déconstruire ça, reconnaître ses biais, ses travers. Ah, mais en fait, tu passes du temps à t'acharner sur un truc objectivement qui marche pas. Donc arrête, tu vois. Donc avoir ça, moi, c'est ce que j'apporte, c'est de dire à l'entrepreneur, non, en fait, ça marche pas, il faut que tu t'arrêtes. Donc s'entourer de méthodes, de gens qui ont des méthodes, et moi, c'est ça aujourd'hui que je veux apporter. Écouter les clients, deuxième facteur clé de succès, c'est pas penser qu'on veut absolument le convaincre que ce qu'on fait est vraiment bien, parce qu'on va s'épuiser à faire des centaines de rendez-vous qui ne servent à rien. Faut inverser le modèle, si tu veux, et demander au client de quoi il a besoin. Prendre des refus, c'est normal, mais il faut les comprendre, tu vois, aller comprendre les refus, aller comprendre les objections, et surtout développer ses compétences sociales, c'est-à-dire le fait de dire, OK, moi tout seul, en fait, je suis vulnérable. OK, j'ai confiance en moi, je suis entrepreneur. Entrepreneur, il doit avoir confiance en lui, mais je ne vais pas y arriver tout seul. D'accord? Souvent, l'entrepreneur qui s'acharne, c'est celui qui veut y arriver tout seul. C'est l'enfant qui veut dire, bon, regardez, maîtresse, j'ai réussi. Donc, c'est de s'entourer, de pas être tout seul dans acharné sur son ordinateur, ça ne sert à rien. Il y en a qui passent leur temps à boire des coups, mais ça sert à rien non plus. Il faut être méthodique et s'entourer de gens, mais pas juste s'entourer de personnes critiques qui vont te dire, non mais là, Alexia, Christophe, tu vas dans le mur. Moi, quand je l'ai fait ça, ça ne marche pas. Euh, des gens qui te disent quand tu te trompes, voilà. Il faut s'entourer de personnes critiques qui te disent quand ce que tu fais n'est pas la bonne méthode. Et donc apprendre des autres. Ouais. C'est pour ça, c'est vraiment s'entourer de personnes lucides qui te disent les choses à la fois sur tes biais et à la fois sur les méthodes qui marchent. Et donc pour ça, moi j'invite les entrepreneurs à utiliser beaucoup de questionnements, tu vois, en demandant aux autres comment tu as généré ton premier chiffre d'affaires, comment tu fais pour, est-ce que tu connais quelqu'un qui, est-ce que tu crois que j'avance? Tu vois, ça c'est des questions qui sont assez puissantes
pour vraiment objectiver est-ce que je suis dans l'acharnement ou est-ce que je suis vraiment persévérant, mais méthodique dans ce que je fais. Alors dans les entrepreneurs que tu as pu croiser entre les hommes et les femmes, est-ce que tu as pu observer des différences de fonctionnement par rapport à ce que tu préconises? Alors, oui et non. Euh, alors, clairement, oui, mais parce que je pense qu'il y a toute une mécanique qui est faite pour ça, en fait. Et donc, moi, en analysant mon histoire, je pense qu'il y a des liens transgénérationnels où même ma mère était même convaincue que les filles, c'est naze, quoi, tu vois. Donc parce qu'elle-même, son père lui avait inculqué inconsciemment que les filles, c'est nul. Ouais, Donc, les filles de génération en génération, c'est nul. Faut être sage, pas faire de bruit, et satisfaire ses parents, voilà. L'homme, transgénérationnellement, l'homme reprend la PME familiale. Moi, dans mon histoire, hein, je fais pas de généralité. Il fait la guerre, il transmet le nom, tu vois, donc c'est le chef de famille. ouais, Voilà. Donc oui, par défaut, on est énormément à avoir subi ça inconsciemment. Oui aussi, parce que du coup, tu as des réseaux de femmes qui se montent partout et qui incitent les femmes à être auto-entrepreneurs. Et donc, il y a plein de choses qui s'organisent entre femmes. Donc forcément oui. Et tu regardes les statistiques. Là, dans le livre, il y a Catherine Dallène, qui est une chercheure sur la reprise d'entreprise. Elle a repris plusieurs cabinets d'expertise comptable d'ailleurs. Et elle fait une thèse sur la place des femmes dans la reprise d'entreprise. Parce que figure-toi que quand tu regardes les reprises d'entreprise, il n'y en a que 7% qui sont faites par des femmes. Parce que les femmes sont pas du tout, tu vois, elles sont pas du tout câblées à tout d'un coup reprendre une équipe de 10 personnes, etc. Bon. Donc oui, j'ai envie de dire oui, forcément, j'ai un investisseur aussi qui dit, quand j'organise des événements, je veux toujours qu'il y ait des femmes, et j'en appelle plein, et il y en a aucune qui accepte, quoi, de témoigner. Donc oui, oui, clairement, oui. Euh, mais c'est dommage. Et donc, moi, je vais chercher, je vais chercher les autres, tu vois, des femmes qui ont des comportements plus apaisés avec ça. Et donc, c'est pour ça que dans le bouquin, j'ai 2 tiers de femmes qui témoignent, des femmes entrepreneurs à succès et à impact. Ce sont des femmes qui ont vraiment bossé, quoi, euh, pour mettre en lumière que ce sont des femmes normales. C'est pas des mecs, tu vois, parce que quelquefois on dit, elles ont une main de fer. Moi, on m'a dit, j'ai une main de fer dans un gant de velours. Non, bah, je bosse et puis voilà, quoi, c'est tout. Donc, euh, donc c'est pour ça que je mets en lumière des femmes qui ont des réussites entrepreneuriales à impact et à grande échelle et qui expliquent voilà, comment elles bossent, mais sans être, tu vois, militante en disant, regardez, mais juste en montrant qu'il y a des rôles modèles de femmes. Après, moi, là aussi, je suis gênée parce que autant il y a beaucoup de femmes qui ont été dans des moules comme ça, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui souffrent d'être dans des moules où ils doivent être le chef de famille qui reprend l'affaire familiale. complètement. Euh, et ça, je pense que pour les hommes, c'est aussi un biais et on n'entend pas encore trop parler. Les hommes contestent assez peu ça, mais je pense que ça génère de la souffrance chez eux aussi, quoi. Donc, euh, donc oui, quand je propose mes groupes de partage entre pairs impacteuses, j'ai beaucoup de femmes qui disent ah, c'est génial, mais j'ai aussi moi je veille à ce que ce soit des groupes mixtes parce que je mets pas en valeur forcément le fait que ça va être sympa d'échanger, mais c'est un levier de performance Mm. d'échanger entre pairs sur sa roadmap de la semaine, son avancement d'entrepreneur. C'est un levier de performance. Et donc, je vais les chercher par ce côté-là, et ensuite, ils apprécient les partages. Mais parce que c'est un levier de performance, d'échanger entre pairs. Ouais, ouais, complètement. Si on revient à un peu la méthode d'ambition harmonieuse dont on parlait tout à l'heure, on a beaucoup de contre-exemples à cela dans les grandes réussites mondiales. On voit souvent des grands chefs d'entreprise qui sont très fortunés. Donc, si on prend les top 10 des plus fortunés dans le monde, qui sont des chefs d'entreprise d'ailleurs, ils sont tous dans l'excès global d'ambition, d'effort, de travail, etc. Bon, alors, c'est pas parce qu'ils sont au top 10 qu'ils sont représentatifs de l'ensemble des chefs d'entreprise et de la réussite, hein. C'est une forme de réussite pour moi, pas réussite, en tout cas, de chiffrée. Comment tu perçois ça? Parce qu'il y a quand même des très grands contre-exemples
au discours sur l'harmonie que moi je partage. Ah oui, alors quand tu regardes j'ai plus le chiffre en tête, mais il est dans le bouquin sur le nombre, le pourcentage de leaders, enfin, je sais pas, pas du CAC 40, mais qui sont considérés comme pervers narcissiques. Enfin, il est Oui. colossal, quoi. Il y a un brin de folie. Mais tu as la même chose chez les entrepreneurs, tu as la même chose chez les artistes. Tous ces méthodes, tous ces métiers où tu as besoin quand même de fournir un effort supérieur à la moyenne pour aller dépoter, faire des choses qui sont quand même difficiles. Et donc forcément, enfin forcément, pas forcément, mais il se trouve que les personnes qui ont envie de ça, c'est des jobs à très forte visibilité, à responsabilité énorme, ce sont des personnes qui ont envie d'être leaders, qui ont envie d'être visibles, de briller. Et donc, c'est un peu la face, la dark face Mm. de ce profil-là, qui sont des personnes qui peuvent avoir malheureusement, hein, bah, pour compenser un besoin de reconnaissance très fort et donc des travers qui peuvent être très durs avec leurs équipes ou tout d'un coup des comportements déviants. T'en as qui trompent leur femme à tout va et c'est une notoriété publique. T'en as qui agressent tout le monde. Quand tu regardes Steve Jobs, il est quand même un tempérament spécial. Il y a des articles qui démontrent que il a été adopté, il a eu une enfance difficile et donc quelque part, est-ce qu'il a voulu montrer quelque chose? Tu as des entrepreneurs viennent de la grande pauvreté et qui d'un coup deviennent des génies de la finance, tu vois. Donc Ouais. oui, souvent c'est des personnes qui ont été arrachées à un passé difficile et donc c'est peut-être ça aussi qui rend l'entrepreneur, le leader, l'artiste euh, 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 résilient quand ou même volontaire quand c'est vraiment difficile. C'est quand même ça peut-être qui est la base de ce qui donne envie de se dépasser. Mais ce que je trouve, à la limite, bon, ben, on a l'histoire qu'on a, hein, voilà, et Mm. le tempérament qu'on a, et l'envie qu'on a, voilà, et les traits de personnalité, c'est un copain entrepreneur qui raconte d'ailleurs dans le bouquin, il dit c'est un peu ton set de démarrage, un peu comme si c'était ton colis de bienvenue quand tu arrives au bureau, tu as ton colis de bienvenue, bah là tu as ton colis de bienvenue au monde, quoi, t'es comme ça. Et donc la question c'est comment faire avec ça et de ne pas tomber dans ces travers-là pour se respecter soi-même et respecter les autres. Et donc la solution, c'est d'être méthodique et de s'outiller, que ce soit avec des outils digitaux, des gens, des bouquins, pour repérer quand on tombe dans ces biais et les nettoyer pour être purement dans l'aboutissement d'un objectif qui peut être certes ambitieux, mais qui est sain, quoi. Voilà, c'est une façon saine de faire. Donc oui, 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 je confirme, il y a beaucoup de leaders, d'entrepreneurs, d'artistes, de sportifs, tu vois, dans le sport, il y a tellement de scandales, mais qui aurait la force de Simone Biles, la championne olympique, pour faire tout ce qu'elle a fait. Mais bon, elle a eu une enfance terrible aussi, tu vois. Donc, euh, voilà, abandonnée par ses parents, agressée par son entraîneur. Enfin bon, tu vois. Donc, Oui. quelquefois, on voit souvent, quand même, dans ces grandes réussites visibles, un terreau qui fait que ce sont des personnes qui ont voulu vraiment casser la baraque. Mm. Là, ils étaient certainement dans une énergie de compensation très forte suite à des difficultés de leur enfance. Si on utilise une méthodologie dans la création d'entreprise pour maintenir une certaine harmonie, est-ce qu'on n'est pas dans le surcontrôle par moment aussi? Euh, alors, justement, je pense que... Alors, enfin, ça dépend, qu'est-ce que tu appelles sur contrôle? Euh, Bah, dans le monde de l'entreprise, c'est vrai qu'on on est dans la recherche de performance financière, humaine, etc. Donc déjà, on a des objectifs, on est dans le contrôle, on est dans la... Mais si on remet plus encore de méthodologie et qu'on met quelque chose de très mécanique à l'intérieur, on est dans une forme de surcontrôle. Alors peut-être que c'est indispensable à la création d'entreprise, hein. Euh, Alors, oui, oui, moi, je pense que, par exemple, tu vois, si je prends un autre exemple qui est le télétravail, puisqu'avec ma casquette d'IA des managers, je dis souvent que quand tu es en télétravail, il faut structurer l'informel. Alors, je vais dire, bah, c'est bizarre, on va contrôler pour mettre de l'informel. Bah oui,
structurer l'informel, ça veut dire en fait s'outiller de méthodes qui font que ça va générer de l'informel et de la convivialité, parce que ça ne se décrète pas quand on est sur une réunion Zoom, de se dire, tiens, bah, je vais motiver mes équipes, il va y avoir de la bienveillance, des émotions. En fait, il faut de la méthode pour ça. Que ce soit des icebreakers, des techniques de feedback, de la préparation, des binômes, des vies ma vie, enfin, tu organises plein de choses, des cafés virtuels. Donc, tu vois, quelque part, je prends cet exemple pour dire il y a besoin de méthodes pour, in fine, créer de l'informel et de la confiance et de la bienveillance, etc. Et bien là, c'est pareil. Si quand tu as une idée de boîte, tu te poses pas la question méthodiquement, comme moi je le présente à la fois dans Impactus et dans le bouquin, de dire à quel problème je réponds, quel est le point de douleur, qu'a fait le client avant que j'existe pour résoudre ce problème-là, et qu'en pensent des gens qui ont essayé de faire ça et qui n'ont pas réussi, et pourquoi ils n'ont pas réussi. Tu vois, enfin, quelque part, c'est juste une méthode au service de l'efficacité et pour éviter, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe s'ils n'appliquent pas ces méthodes? Ben, on va ou laisser tomber vite parce que ça marche pas, ou s'acharner pour absolument vouloir convaincre tout le monde que c'est la meilleure offre, alors qu'en fait non, et on va s'épuiser. Donc Hmm. pour moi, c'est essentiel de mettre de la méthode au service et d'ailleurs, les techniques de coaching, de toutes les techniques, même parascientifiques, paramédicales, autour du bien-être, ça repose quand même toujours sur de la méthode, mais de la méthode qui invite à euh, peut-être lâcher prise. Est-ce que c'est compatible, mettre de la méthode dans le lâcher prise? Ben, moi, je trouve qu'il faut une forme de routine, faut prendre des nouvelles habitudes. C'est un peu ça, tu vois. Il faut générer des nouvelles habitudes. Et quand tu deviens entrepreneur, tu dois faire tellement de choses que si tu ne génères pas des nouvelles habitudes de travail par rapport à ce que tu as appris avant, bah, il y a de fortes chances que ça marche pas. Hmm. D'accord. Est-ce que dans la méthode, il y a ta méthode, est-ce qu'il est prévu des moments d'observation, d'arrêt, de faire? Oui, alors ça, c'est une super question parce que l'entrepreneur, souvent, il est trop dans le faire. Donc, c'est pour ça que moi, je propose deux actes dans Impactus. Il y a l'outil à base d'IA qui te définit ta feuille de route et à la limite qui va t'alléger le mental parce que t'as pas à faire 15 000 trucs, tu as juste à faire l'action qui est proposée qui va te permettre de, je sais pas, répéter ton pitch, d'appeler 10 clients. Donc, à la limite, ça t'allège. T'as pas besoin de chercher à savoir ce qui est efficace. Donc, la méthode, effectivement, elle est mécanique. Elle te propose de passer à l'action et à la limite, arrête de faire les autres actions que tu faisais et qui servait à rien et concentre-toi vraiment sur cette action. Ça, c'est le premier volet suite à une heure de coaching avec moi ou d'autres entrepreneurs du programme. Mais tu as aussi ton groupe de quatre. Et dans ton groupe de quatre, tu as un temps où chacun va partager où on en est de ses actions, mais tu as un temps juste d'écoute pour aider les autres. Et donc, trois fois dans le mois, c'est toi qui vas écouter et aider les autres. Et une fois dans le mois, c'est eux qui vont t'écouter et t'aider. Et dans ce temps-là, ou bien tu peux dire j'ai besoin de conseils et de bonnes pratiques et encore d'action, mais tu peux aussi dire j'ai besoin de vider mon sac, j'ai besoin d'être écouté, j'ai besoin d'avoir votre avis, il s'est passé ça. Euh, et donc là, c'est un temps d'arrêt qui est important pour justement repartir. Après, moi, chacun va trouver, alors, donc là, c'est ce qu'on propose, mais après, chacun peut trouver d'autres formes d'arrêt. Moi, je fais beaucoup de danse, notamment. J'ai fait 4 heures de danse par semaine. Je fais quasiment en tout 1 heure de sport chaque jour. Et c'est mon temps d'arrêt. Et c'est vrai que vu mon histoire, vu comment je suis câblée, je suis obligée de passer par là parce que ça me force, on revoit la contrainte, à mettre dans mon agenda un temps où par contre là, je pose vraiment mon cerveau. Parce que moi, quand je fais mes cours de danse, si je commence à penser au boulot, je suis plus ce qui se passe et donc je suis perdue et je fais n'importe quoi. Donc j'ai trouvé ma façon de me mettre sur pause. Euh, c'est cette activité, tu vois. Mais je l'ai structurée, c'est dans mon agenda parce que vu mon histoire et comment je suis câblée et toute la pression que j'ai eue, eh bien, je ne peux pas faire autrement que de structurer ce temps. Hein, Hmm. je ne sais pas faire. Et donc, qu'est-ce que tu y trouves dans ce temps de pause? Qu'est-ce que ça t'apporte en définitive, la pause?
Alors la pause, ce qu'elle m'apporte, j'avais vu une citation d'un grand sage, je sais plus qui disait, si t'as pas le temps de méditer, il faut que tu médites 2 fois plus. Je sais pas si ça te... Enfin, moi, là, c'est la même chose. Si j'ai pas le temps de danser, il faut que j'aille danser 2 fois plus. En fait, ça me force à couper, parce que sinon, ce cerveau est tout le temps en mode, je sais pas, est-ce que je suis, tu sais, au potentiel atypique, hyper sensible, etc. Mais j'ai les antennes un peu partout. Je détecte les émotions des autres. Dans les faits, suis toujours dans l'anticipation, dans la réflexion en arbre, là où ça part un peu dans tous les sens. Et donc, j'ai besoin du bouton off. D'accord. Il faut que tout le monde doit trouver, quand tu es entrepreneur, tout le monde doit trouver son bouton off. Sinon, là, c'est terminé. Tu vas être en épuisement physique, émotionnel, tu vas perdre ton mari, ta femme, tes enfants, là, tu perds tout. Et donc, chacun doit trouver son bouton off. Et donc, là, donc, première chose, c'est ce bouton off. C'est de l'expression. Moi, j'ai besoin de beaucoup de m'exprimer à l'oral, à l'écrit. Je fais beaucoup de masterclass avec Impact Hub. J'aime être dans les collectifs, tu vois, j'ai besoin de m'exprimer. Et Ouais. là, c'est une expression corporelle, artistique, en musique, et c'est collectif. Donc, il y a aussi cette notion de groupe. Et en plus, ça fait du bien au corps parce que là, je suis vraiment complètement rincée. Je respire mieux, je dors bien. Enfin, tu vois, donc c'est un concentré, Ouais. c'est un concentré d'effets exceptionnels. Ouais, tu passes essentiellement par le corps, on va dire. Si tu veux mettre un peu off ton cerveau, tu passes, toi, par exemple, tu passes par le corps, par la danse. Oui, alors il y a aussi la contemplation, hein. J'aime beaucoup, on fait pas mal de télétravail avec mon mari, on a une maison en Charente-Maritime et c'est vrai que là, tu arrives, l'odeur du feu de bois, voir la mer, ouf, t'as une décompression instantanée et j'aime bien bosser dans ces conditions-là parce que justement, tu vois, je suis concentrée sur méthodiquement sur ce que j'ai à faire et je suis complètement dépolluée de tout ce que l'ego va te suggérer de faire et qui est totalement inefficace quand tu es entrepreneur parce que c'est juste aller chercher à être populaire ou quoi que ce soit. Et donc là, je suis beaucoup plus concentrée sur de la production et de l'efficacité, tout étant dans un environnement de travail euh, extrêmement harmonieux. Donc là, on est vraiment dans ce terme-là. Et en même temps, c'est important aussi d'être proche de ses clients, tu vois. Donc, l'idéal, c'est de trouver les deux, hein. L'écosystème entrepreneur est comme très parisien. Donc, euh, j'ai besoin d'être connecté comme hier, demain, physiquement avec tous les incubateurs, les lieux d'entrepreneurs, les grandes écoles. Et donc, c'est quand même, voilà. C'est pour ça que le programme Impactus, il est purement distanciel, que je voudrais aller chercher aussi tous les entrepreneurs qui sont en dehors de l'écosystème parisien et qui ont besoin d'être accompagnés. Tout le monde ne va pas à Station F ou voilà, dans ces incubateurs. Et donc, l'entrepreneur qui est dans des conditions de vie agréables à l'autre bout de la France, il a besoin d'être aidé et d'accéder à ces méthodes efficaces tout en étant à distance. Mhm. Alors, en dehors de l'univers professionnel, euh, où d'après toi, on peut trouver aussi l'harmonie? Alors, tu nous as parlé de ta propre expérience avec la danse, aller un peu plus proche de la nature, mais qu'est-ce qui paraîtrait être une bonne méthode personnelle pour avoir une certaine harmonie intérieure? Alors, honnêtement, je pense que je vais pas dire que j'ai tout essayé, mais depuis mon adolescence, j'ai, tu vois, l'acupuncture, la relaxation, le mindfulness, l'hypnose, la lecture, se prendre un thé sous un plaid, je sais plus comment ça s'appelle, la technique suédoise, avec petite bougie, le thé, la respiration. Enfin, en fait, moi, je trouve que vraiment rien ne vaut une bonne psychothérapie, hein. C'est- Moi, en tout cas, ça m'a convenu. J'ai testé plein de techniques d'exploration corporelle, tu vois. Et in fine, et d'ailleurs, j'en discute souvent avec des amis qui savent que je suis très proche de tout ça, qui testent des choses, et souvent, dès que tu commences à gratter un peu, elles arrêtent, tu vois, et donc elles vont papillonner
même professionnellement, je vois des personnes qui papillonnent dans plein de petites actions comme celle que je viens de citer, mais il faut trouver ce qui permet vraiment d'aller gratter en profondeur, tu vois. On peut pas chercher l'harmonie à mon sens, hein. Si on est sur des choses comme ça superficielles, à moins que tout aille bien, il y a un moment où il faut aller creuser quand même plus en profondeur. Donc après, chacun trouve comment faire. Mais les entrepreneurs qui réussissent, que j'ai interviewés et qui sont en forme, ils font en moyenne tous 1 heure de sport par jour. J'ai beaucoup d'anciens semi-professionnels, amateurs professionnels de handball, des gens qui nagent tous les matins. Tu vois, donc il y a quand même un rapport aussi à, au, au fait d'aller se défouler physiquement, d'évacuer aussi à tout, qui a l'air quand même de bien marcher. D'accord. Euh, Alors, en guise de conclusion, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des gens qui veulent se lancer dans la création d'entreprise et en particulier, par exemple, à des femmes? Mais c'est pour ça que la première chose, c'est d'acheter ce bouquin, hein, Entrepreneur engagé, je passe à l'action, hein, quand même, Euh, et euh, et dedans, il y a vraiment toutes les techniques à la fois quand on veut se lancer, qu'on veut être auto-entrepreneur, consultant, start-up. Tu vois, il n'y a pas un modèle d'entrepreneur. On peut être entrepreneur frugal, on peut être un modèle PME, on peut vouloir absolument être licorne. Bon, je sais pas. Et c'est pour ça que j'ai créé le programme aussi Impactus avec, il y a plusieurs formules. Il y a une formule euh, qui est entre 50 et 135 euros où tu as les groupes, où tu es accompagné, mais il y a une formule à quelques dizaines d'euros, je commence même en ce moment de 10 à 35 euros par mois, euh, euh, où tu as juste accès à l'outil qui peut t'aider à savoir quoi faire quand. Parce que souvent, les entrepreneurs ne savent pas par quoi commencer, tu vois, il y a tellement de choses à faire. Et pour peu qu'ils aient un mindset un peu acharné, ils vont aller s'éparpiller. Et s'ils n'ont pas ce mindset acharné, ils vont se décourager. Alors que en suivant méthodiquement euh, des approches validées par des entrepreneurs, tu vois, donc avec voilà quelques dizaines d'euros, tu peux avoir ta feuille de route mensuelle et entre 50 et 135 euros par mois, tu peux en plus avoir un groupe de pairs et puis après tu peux être coaché par des entrepreneurs. Moi, alors, j'ai vu beaucoup de personnes qui se disent coach d'entrepreneurs, mais qui ne sont pas entrepreneurs. Ils sont plus entrepreneurs au sens coach, donc auto-entrepreneur. Moi, je vous invite j'invite ces personnes à se rapprocher d'entrepreneurs qui, en plus d'être entrepreneurs, peuvent coacher, hein, mais qui ne soient pas que coach. Enfin, je trouve que ça, c'est important. Et donc, c'est dans ce but qu'à Impactus, nous avons créé un réseau de Sherpas. Donc, tu as des entrepreneurs biotech, des entrepreneurs formateurs, des entrepreneurs dans le domaine de l'IA comme moi, tout type d'entrepreneur. Et donc, tu choisis en fonction de toi ce que tu cherches, du profil de la personne, euh, comment tu as envie d'être accompagné. D'accord. Et plus particulièrement, si tu avais un conseil à donner à des femmes qui se lancent dans la création d'entreprise, outre l'accès à tes méthodes et à tes services, quel conseil général tu pourrais donner? Alors moi, je les invite à se questionner. Euh, Est-ce qu'elles ont ce syndrome de l'imposteur? Alors, certaines n'ont pas du tout, parce que tu m'aurais parlé de ça il y a quelques années, je t'aurais dit, mais non, pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Mais en fait, j'avais quand même un comportement un peu, je vais pas dire d'homme, tu vois, mais un comportement qui me convenait pas. Donc, je les invite quand même à se questionner sur est-ce qu'elles ont des formes de tension ou des symptômes ou des choses qui font qu'elles sont peut-être pas en phase avec leur envie profonde. Euh, et donc d'aller nettoyer ça. Parce qu'en fait, si on est dans l'acharnement parce que notre éducation nous a incité à être dans l'acharnement et qu'en fait ça ne correspond pas et que ça génère des maux, avant même d'entreprendre, moi je recommande d'aller traiter ça. D'accord. Après, t'en as qui, à l'inverse, se sentent complètement imposteurs et donc vont se limiter, vont raisonner petit. Je sais pas si tu as remarqué, les femmes utilisent souvent le mot petit, elles ont un petit projet, elles font une petite levée de fonds, elles ont une petite boîte. Et donc, s'il y en a qui se reconnaissent dans ces termes de raisonner petit, eh bien là aussi, il faut aller nettoyer ça parce que ça se trouve, elles ont une ambition bien plus importante, mais elles se boycottent
Et aussi celles qui procrastinent. Moi, j'ai coaché des femmes qui procrastinent, entrepreneurs, qui sont hyper méthodiques, elles savent ce qu'elles doivent faire exactement. Elles ont un objectif là, mais en fait, les actions, elles les font à ce niveau-là parce que il y a quelque chose, un objectif supérieur qui les empêche d'aller là, ou bien parce qu'en fait, elles n'y croient pas, ou bien parce qu'en fait, elles ont envie vraiment de s'occuper de leurs enfants, mais elles n'assument pas, donc elles sont tout le temps tiraillées, donc elles sont mauvaises dans ce qu'elles font, ou bien parce que elles s'acharnent dans quelque chose qui marche pas, parce que bon, il y a des méthodes et elles s'acharnent, elles se disent ça va marcher, alors qu'en prenant d'autres méthodes, elles pourraient vraiment aller là et elles seraient heureuses. Donc, souvent, quand voilà, s'il y a de la procrastination, c'est qu'il y a vraiment des causes intéressantes à les creuser. Et alors moi, ça, c'est mon dada. J'adore accompagner des personnes, hommes ou femmes, qui sont dans la procrastination et d'aller chercher à la fois, donc au début, tu arrives avec des méthodes, on teste les méthodes, et puis si on se rend compte qu'à chaque fois ça bloque, non, je passe jamais mes coups de fil clients, non, j'ai pas fait ce que je devais faire, c'est là qu'il y a un biais, une cause un peu plus profonde à aller chercher. Et donc, j'accompagne sur cette partie-là, et sinon, j'ai des partenaires aussi qui sont plus sur des volets un peu plus psycho. D'accord. Ok, très bien. Écoute, merci beaucoup Alexia pour ce partage très intéressant sur l'ambition et l'harmonie dans la création d'entreprise. C'était très intéressant. Merci et à très Ben, bientôt. merci à toi. À Ouais, bientôt. à bientôt.